Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire Julie Sterwen consacré à deux textes européens qui font l'actualité des secteurs banque et assurance, à savoir DSP3 et FIDA. Je suis Thomas Nero, partenaire chez Julie Sterwen au sein de la communauté Assurance et Protection Sociale. Julie Sterwen en quelques mots avant de passer la parole à nos intervenants. C'est un cabinet de conseil en stratégie, transformation et transition qui regroupe à peu près 600 collaborateurs autour d'une vingtaine de comités d'expertise en France et en Suisse. Nous accompagnons nos clients, entreprises et institutions publiques dans la formulation et réalisation de leur stratégie, de leur transformation, de leurs enjeux de performance et aussi, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, dans l'éclairage des enjeux réglementaires auxquels ils sont confrontés. Nous sommes une entreprise à mission, ce qui fait que nous consacrons parmi nos engagements une part significative de notre activité à un effort de recherche, publication, organisation d'événements de place, partage de connaissances, comme ce webinaire qui nous réunit donc aujourd'hui. Alors, puisque nous sommes en format webinaire, quelques principes de bon fonctionnement pour cette heure que nous allons passer ensemble. Le format sera avec micro et caméra coupés, mais en revanche, l'interaction est vivement encouragée au travers du chat que vous pouvez utiliser pour poser vos questions n'importe quand durant la conversation, à n'importe quel moment, et nous les prendrons au vol pour animer le débat, la discussion et nourrir les échanges. Donc ce webinaire sera découpé en trois parties. Tout d'abord, on s'intéressera aux enjeux de l'ouverture des données financières, qui est un trait commun à ces deux projets de réglementation. On s'intéressera également à la question centrale de la gestion du consentement des clients au travers de ces projets, et également un regard sur les enjeux de sécurité, de risque autour de la lutte antifraude. J'ai oublié de préciser qu'il y aura un replay qui sera disponible pour ce webinaire également, qui sera mis en ligne à l'issue donc de cette heure que nous passons ensemble. Donc, pour nous éclairer tout au long de cette heure, j'ai le plaisir d'être accompagné de Pauline Morel, qui est directrice relations de place et prospective chez BPCE Payment Services. Bonjour Pauline, je ne sais pas si du coup tu nous entends bien, parce que votre micro est coupé. Ça permet d'ouvrir le micro. C'est bon. Mieux. Voilà, donc bonjour Pauline. Nicolas Maresco, directeur adjoint réponse besoins sociétaires et innovation chez Massif. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Alice Georget, directrice chez Julie Sterwen au sein de la communauté d'expertise banque. Salut Alice. Et donc Alice, justement, en guise d'introduction, pour rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte et les enjeux qui entourent ces deux projets de réglementation? Oui. Effectivement, merci Thomas. On démarre effectivement avec peut-être un petit rappel de DSP et de FIDA et une mise en perspective où on en est aujourd'hui. Finalement, DSP3, RSP et FIDA, on a décidé de les faire ensemble parce que ce sont deux textes qui sont, je ne sais pas, on les appelle frères, sœurs, cousins, cousines, mais en tout cas, ils sont à la fois très différents et très liés. Et finalement, ces textes-là ont tous été proposés, ont été proposés ensemble par la Commission en juin 2023. Donc, peut-être si on regarde commençons peut-être par leurs différences. Un mot sur DSP3, RSP. Finalement, c'est une évolution de la directive sur les paiements numéro 1 qui est déjà en vigueur et qui a pour vocation d'en corriger un certain nombre d'écueils pour permettre à la fois d'accentuer la résilience de l'écosystème des paiements et de sécuriser encore mieux les transactions. Et puis, cette correction de certains écueils de DSP2, on l'espère aussi, pourrait permettre de libérer tout le potentiel d'open banking, qui clairement ne s'est pas vraiment révélé avec DSP2. Et puis, on a à côté FIDA, et FIDA finalement vient peut-être mettre une première pierre à l'édifice de ce qu'on peut appeler Open Finance en élargissant très très largement le périmètre des données concernées et donc qui vont pouvoir être ouvertes. Là, pour le coup, alors c'est mon mot, donc à voir si vous partagez Pauline, Nicolas, mais peut-être qu'on peut parler de révolution sur FIDA, parce que vraiment, on va venir permettre à tout individu, personne physique, personne morale, de partager l'ensemble de ses données financières au tiers de son choix.
Donc c'est en ça que finalement ils sont quand même très liés parce que tous les deux sont dans la mouvance de Open Finance, quand même différent parce que le sujet des paiements est quand même traité à part. Il y a un volet transactionnel, il y a un volet sécurité de l'écosystème des paiements. Pour autant, les deux textes sont arrivés en même temps en juin 2023, suivent tous les deux leur parcours législatif, mais quand même très proches l'un de l'autre. Et premier élément peut-être de contexte. C'est bon? Vous nous entendez toujours? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est Thomas, on t'entend. Ok, ça marche, merci. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les deux textes ont quand même été plutôt très favorablement accueillis par le Parlement, avec des premiers votes plutôt favorables. Et on peut imaginer que dans les prochaines semaines, les prochains mois, les deux textes soient adoptés pour une entrée en vigueur d'ici 2 ans, à peu près. Qu'est-ce que vous en... Enfin, on ne sait pas exactement, on est encore dans l'expectative sur le sujet. Peut-être on peut démarrer comme ça, je ne sais pas lequel d'entre vous démarrer, Pauline. Okay. Comment vous voyez ces textes, comment vos organisations les appréhendent, comment la place les voit aussi? Merci. Alors, je ne vais pas redire quand même tout ce que tu viens de dire, mais effectivement, c'est très lié. On est sur une dynamique d'open. Pour autant, je vais quand même distinguer les deux sur effectivement la perception qu'on en a. En tout cas, je suis côté banque, évidemment. Alors, sur le premier package, donc, on est sur RSP, DSP3, donc un règlement plus une directive qui vient effectivement réviser la DSP2. Globalement, moi, je pense que c'est un package qui va dans le bon sens. Pour les raisons que tu as évoquées, je reviens dessus, même s'il y a encore quelques points de préoccupation majeure. L'étape d'avant, tu l'as dit, c'était DSP2. DSP2, le bilan est quand même plutôt mitigé, globalement très bon sur la sécurité. On a une baisse vraiment massive de la fraude à la carte grâce à ce texte-là. En revanche, effectivement, sur l'open banking, tu l'as dit très clairement, c'est pas du tout à la hauteur des espérances c'était à l'époque. En fait, il y a eu de la frustration pour tout le monde parce qu'il y a eu de la frustration pour les TPP. On a ouvert les droits, mais finalement, ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus que ce qu'ils faisaient avant, voire même ils pouvaient faire moins que ce qu'ils faisaient en web scrapping. Pour les acteurs traditionnels, notamment les banques, c'est l'ouverture des données sans contrepartie financière et puis finalement, pas non plus de business pour les autres, donc pas de dynamique positive là-dessus. Et puis évidemment, pour les autorités, il n'y a pas eu l'essor attendu. Donc effectivement, revenir là-dessus, c'est bien. Le texte, enfin le nouveau package, moi, je pense qu'il vise juste à plusieurs égards. D'abord sur la forme en tant que telle, puisqu'il y a certes une directive de la partie DSP3, mais il y a surtout un règlement. En fait, c'est quand même le règlement qui concerne toute la partie transaction de paiement, puisque la directive, on est plutôt sur des sujets d'agrément de supervision. Le fait qu'on soit sur un règlement, ça va énormément faciliter le travail d'interprétation, puisqu'on est dans des situations d'application directe dans tous les États membres, par position et directive. Et donc là, on devrait normalement aller vers davantage d'homogénéité entre les États membres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc après, ça c'est sur la forme. Sur le fond, évidemment, ça revient sur l'open banking, c'était le pain point de DSP2, donc évidemment là-dessus, c'est bien qu'on se repositionne dessus. C'est bien parce qu'on en parlera plus précisément après, mais on a vraiment cette préoccupation de remettre l'utilisateur final au centre du sujet et de lui redonner la main sur ses données. C'est quand même quelque chose d'hyper important, et notamment quand on se projette dans FIDA. Évidemment, le terrain de la sécurité, c'est quand même un combat en fait perpétuel. Donc là aussi, c'est normal que ce soit adressé. Et puis je passe sur le sujet de la transparence vis-à-vis des consommateurs. Où là, c'est toujours hyper important. Les seuls sujets de préoccupation, c'est peut-être des problèmes plus opérationnels de capacité à faire, mais bien sûr. Après, sur la France, là-dessus, on est quand même déjà plutôt pas mal par rapport à d'autres États membres. Sur FIDA maintenant. Moi, je pense que FIDA, ça, effectivement, c'est indiscutablement positif dans la démarche de vouloir mettre tout le monde autour de la table pour construire quelque chose de commun entre différentes parties prenantes. Et puis, ça introduit aussi une notion de compensation, ce qui n'existe effectivement toujours pas dans la partie RSP. En revanche, avec FIDA, on est quand même sur un projet qui est absolument colossal en termes d'ampleur. Et ça, effectivement, c'est un sujet parce qu'au regard de ce qu'on souhaite faire, c'est important qu'on ne fasse pas juste de l'ouverture pour de l'ouverture, d'innovation pour de l'innovation.
mais bien qu'on se mette au service d'usage et d'usage clair. Et donc, c'est pour ça qu'on plaide, on y reviendra après, sur l'ouverture progressive, et ce, évidemment, dans un cadre de sécurité très, très, très robuste. Oui. Sur 2 points pas encore complètement clairs. Non. Nicolas? Donc, en rebond, tu parlais d'open finance. Et donc, il y a un paradoxe entre, d'un côté, l'Europe qui souhaite, bien sûr, ce texte d'accès aux données financières, dites financières, pour les consommateurs, pour des meilleurs tarifs, pour des meilleures couvertures, et la souveraineté européenne. C'est Ursula von der Leyen qui dit cette logique de souveraineté. Or, dans FIDA, il y a un mélange entre de la finance, de la gestion d'actifs, de l'épargne financière et de l'assurance. Or, l'assurance, ça repose d'abord sur la mutualisation des risques et ce n'est pas de la finance. Et donc, quelque part, d'un côté, on va chercher à ouvrir, alors que déjà sur l'open banking, il n'y a pas eu de justification avérée des résultats de l'efficacité. Donc, il n'y a pas encore eu tout ce travail d'évaluation approfondie de est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose. Et en plus, avec cette ouverture, qu'est-ce qui va se passer? On peut se dire, voilà, on a des acteurs, assureurs, leaders européens, ça va être l'occasion de se développer. Sauf que qui c'est qui va en profiter avec cette logique ultralibérale? Ça va être des comparateurs dans la logique. Et ce comparateur, il y a eu le Brexit, le Royaume-Uni est parti. Sauf que les lobbyistes anglais sont restés à Bruxelles. Et donc finalement, demain, vous avez un jeune conducteur. Et qu'est-ce qui va se passer? On va dire, en France, un jeune conducteur, son prix par rapport à son risque est réduit parce qu'il y a une subvention par les bons conducteurs. Au même titre que quand vous êtes alors, même si la santé n'est pas concernée par FIDA, quand vous êtes une personne âgée, vous n'allez pas forcément payer le vrai prix du risque parce que des jeunes vont payer pour vous. Et finalement, se dire, OK, je suis à un moment donné un bon risque, je vais avoir un bon prix, sauf que l'objectif de la Massif, par exemple, c'est vraiment de vous accompagner tout au long de votre vie. Et donc, demain, les Anglais, qui sont des spécialistes au comparateur, vont vous proposer, tiens, vous ne seriez pas couvert 2 fois? Ou bien vous ne voudriez pas gagner 20% sur votre cotisation? Et donc le premier réflexe, oui, bien sûr. Sauf que si vous êtes un jeune conducteur, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que vous allez payer plus cher pour l'assurance que pour la voiture. Et si vous êtes dans une habitation en bord de rivière, on voit bien ce qui se passe dans le nord en France, je suis désolé, je ne peux pas vous assurer. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Donc, il y a vraiment un paradoxe entre la volonté et le souhait louable d'avoir cette souveraineté européenne pour le bénéfice des citoyens européens et de l'entreprise et des économies européennes. Et en pratique, ça va être des comparateurs anglais ou des GAFAM ou des BATX qui vont arriver, cibler les bons risques et sur les mauvais risques, éventuellement se servir des données pour en faire autre chose. Voilà. Donc, il y a vraiment ce paradoxe. Et par rapport à ce que tu disais sur le timing, le déploiement, la présidence hongroise vise aujourd'hui à finir ça pendant sa présidence, arriver à des trilogues en fin d'année. Donc, on fait ça en 2025 pour l'adoption du texte. Et donc, dès 2027, on ouvre tous les sujets, assurance auto, crédit, etc. Et donc, d'un côté, quand vous regardez les AI Act, en intelligence artificielle, une partie de l'assurance est considérée comme le nucléaire, à haut risque. Alors que ça fait un moment qu'on utilise ça sereinement. En revanche, c'est comme si on demandait à l'EPR ou au nucléaire de dire tiens, allez-y, vous avez 1 an, 2 ans pour révolutionner, en toute sécurité, bien sûr, parce qu'en parallèle, il y a DORA. Oui. Donc, c'est vraiment comment on prend le bon timing, et je te rejoins là-dessus, de dire qu'est-ce que ça va apporter aux citoyens, quels sont les apports pour la souveraineté européenne, pour le développement de l'économie européenne, et comment on y va pour essayer. Ce que tu dis, vous dites, il y a un sujet de calendrier. Pardon, Thomas, vas-y. Oui, non, mais effectivement, c'est juste pour parce que on va rentrer en fait dans ces sujets-là. On parle calendrier, on parle données. Effectivement, on voit tous les enjeux que vous posez et les questions que soulève en fait l'adoption, en tout cas la conception de ces textes. Ce serait peut-être bon de rappeler quand même fondamentalement, Nicolas l'a un peu évoqué, mais de quelles données financières on parle? On parle beaucoup de données financières, on a distingué avec la donnée d'assurance, mais de quoi parle-t-on et sur de quel périmètre il s'agit et finalement qui va être concerné demain du coup? Est-ce qu'on pourrait recentrer aussi sur ces éléments-là?
Oui, tu as raison. Faisons juste un point d'arrêt sur FIDA notamment, et donc le périmètre des données concernées par FIDA. Enfin, très clairement, c'est quand même, on a dit, toutes les données financières, donc toutes les données liées à l'épargne, toutes les données d'investissement, donc épargne, on va dire monétaire, mais aussi épargne financière. On verra, il y a encore des périmètres qui sont quand même un peu mouvants sur le sujet de FIDA, y compris sur les données d'investissement, mais globalement, retenons ça. Toutes les données liées au crédit. Et là aussi, hein, je le redis, mais on est vraiment sur l'ensemble des marchés, hein, donc à la fois des particuliers, des entreprises, hein, donc également toutes les données de crédit. Et Nicolas en a beaucoup parlé aussi sur les données d'assurance, dommages, prévoyance. Donc on l'a dit, la santé est sortie, ça c'est certain, mais on est aussi sur les données d'assurance, dommages et prévoyance. Donc finalement, on a quand même, et alors, quand on parle des données, c'est vrai que vous dites, on parle des grands thèmes, épargne, investissement, mais on parle bien à la fois, je prends le crédit par exemple, on parle bien de l'encours, du taux, potentiellement de la déchéance du crédit, etc. Donc de toutes les données autour des produits détenus par les clients. Ça, c'est pour le périmètre. Les sinistres aussi. Les sinistres aussi, oui, sur l'assurance dommage. Et donc c'est là où ce que tu nous disais, quelque part aussi en substance, c'est que ce périmètre de la donnée financière, déjà sur l'assurance dommage, est-ce qu'on peut vraiment parler de données financières? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des actions qui sont portées au niveau européen pour essayer de réduire ce périmètre, ou c'est quelque chose qui est déjà acté? Ben, en France, il y a eu le rapport Langrenay, justement, alors sur une partie des risques, les risques climatiques. Et l'enjeu, c'était justement de dire, attention, si on souhaite que l'ensemble de la population soit couverte par ces risques, il faut sortir ces éléments du périmètre. C'est qu'un exemple, parce qu'il y a d'autres risques, et on parlera tout à l'heure au niveau du consentement. Est-ce que le client, l'assuré, sera conscient dans cette promesse de moins 15%, de vérifier la double couverture, qu'il va donner ces données? Est-ce qu'il aura envie de donner ces données personnelles, ces données de sinistre? Et si on revient justement sur cette question du périmètre et finalement de notre premier grand thème, hein, de ce webinaire, sur le volet de l'ouverture des données financières, on l'a vu, le sujet est quand même beaucoup plus sur FIDA. On va revenir juste après quand même sur DSP parce qu'il y a quand même quelques chantiers qu'il va falloir mener dessus. Mais sur FIDA, finalement, périmètre colossal. On parle finalement de l'échange sécurisé de ces données, donc ça va passer par des API, on le sait. On parle de plusieurs dizaines d'API probablement. On ne sait pas encore exactement combien. On sait que le législateur a demandé aux acteurs de la place de se mettre en accord sur des schémas multilatéraux. Et donc, on se dit il va falloir définir précisément ce périmètre. Il va falloir se mettre d'accord à l'échelle même de l'organisation. Parfois, en sein de nos départements, on n'a pas exactement la même définition. Sur le marché français, entre les acteurs, et puis plus largement avec les autres pays membres, alors qu'on sait aussi qu'on a des produits qui sont spécifiques. Hein. En France, on connaît bien, on a beaucoup de produits franco-français. Et une fois qu'on se sera mis d'accord, il va falloir également structurer la donnée, la rendre exploitable pour pouvoir l'exposer. Tout ça dans ce fameux délai de 2 ans. Pauline, toi, vous l'abordez chez C'est pour ça que je parlais de caractère colossal, en fait, de FIDA. C'est colossal en termes de couverture de quel secteur on parle au sein de la finance, et c'est ce que tu as expliqué. Et puis après, effectivement, il faut plonger là-dedans. Et donc, tu as raison, l'objectif de la commission, et c'est louable en fait dans la démarche, c'est de faire des schemes. Ça, c'est vraiment le vocabulaire du monde du paiement. Donc, c'est un corpus de règles qui vient régir du coup, le partage des données. Donc là, on va faire des data sharing sur toutes ces données financières. Côté paiement, donc on est plutôt coutumier de cet exercice-là. C'est quelque chose qui est déjà pour les gens qui travaillent dessus, donc qui sont aguerris, qui sont experts de cet exercice-là. C'est des choses qui sont très lourdes, en fait, qui mettent beaucoup de temps. La commission, elle prévoit que ce soit fait en 18 mois. 18 mois, c'est plutôt moitié moins de temps par rapport aux schemes pour lesquels ça se passe le mieux. Enfin, donc c'est hyper compliqué sur quelque chose qui est nouveau, avec des nouvelles personnes, avec des complexités effectivement qui vont être différentes suivant chaque sphère de données envisagée. Donc là, ça paraît assez irréaliste par rapport à ce qu'on connaît par ailleurs, quoi. Enfin, on peut se dire qu'on va faire mieux, mais enfin, là, c'est quand même un peu trop loin. Et donc, ça fait plaider nous pour 2 choses. Hein. C'est évidemment revenir sur des délais un peu plus réalistes. Et puis surtout, et c'est vraiment ça qui est important, et on rejoint exactement ce que tu as dit, c'est on revient sur où est-ce qu'il y a de la valeur, où est-ce qu'il y a des attentes,
sur quel type de données. On explore, on n'est pas braqué anti-ouverture des données. Alors, évidemment, c'est super compliqué, mais on comprend en fait la démarche. Le monde s'ouvre, hein, on est dans une phase open. Donc, il faut qu'on soit tous dedans parce que sinon, l'Europe sera vraiment à la traîne. Donc, on ouvre, mais par contre, on n'ouvre pas n'importe comment. On regarde, on a une approche coordonnée, pilotée pour suivre est-ce que ça a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Puis après, on n'ouvre plus si c'est pertinent, quoi. Ça me fait penser à deux choses que tu dis. Alors, la première, par rapport à un point sur quel est le périmètre. Aujourd'hui, ça pourrait être des particuliers, des entreprises. Et nous, notre point de vue, c'est que l'entreprise, il y a déjà des spécialistes et quelle va être la valeur ajoutée par rapport à ce que tu dis. Donc, à ce stade, c'est vraiment de rester sur le périmètre des personnes physiques, des particuliers. Okay. Le deuxième point, c'est qu'un autre paradoxe, c'est que d'un côté, l'Europe dit je veux ouvrir aux 4 vents les données financières et assurances, mais qui pour moi, c'est pas de la finance. Et de l'autre côté, sur d'autres valeurs ajoutées, les véhicules connectés. L'Europe, il y a eu le Data Act, sauf que le Data Act ne prévoit pas que les constructeurs automobiles partagent ces données de manière raisonnable avec toute la chaîne. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de prévention. Par exemple, vous allez en voiture, il y a l'essuie-glace qui commence à se déclencher. Donc, quelque part, vous savez qu'il pleut à ce moment-là, sauf si la personne veut nettoyer son écran, mais à la limite, s'il y en a 10 qui font ça en même temps, probablement il pleut. Et donc, c'est vraiment un indicateur plus précis que la météo classique, qui est plus globale. Et donc, c'est un moyen de dire, attention, dans 5 km, vous allez avoir un orage, etc. Ça, c'est interdit aujourd'hui. Ou économiquement, ce n'est pas viable, mais c'est valable aussi pour les énergéticiens, pour optimiser le parcours, pour les assisteurs, pour les experts, pour les réparateurs. Donc, d'un côté, l'Europe dit les banquiers, les financiers, les gestionnaires d'actifs, ouvrez-moi tout ça aux 4 vents. Et de l'autre, ah non, non, pour les constructeurs automobiles, on va rester, vous allez faire ce que vous voulez, et donc, alors, en plus, une partie d'autonomie. Donc, il y a vraiment cette logique de paradoxe. Donc, c'est vraiment, concentrons-nous d'abord sur des personnes physiques et des cas d'usage pertinents, capables. Et notamment parce que d'un pays à l'autre, les structures d'assurance, contrairement à la banque, parce que la banque, pour simplifier un compte bancaire, c'est un compte en T, globalement, il marche, fonctionne de la même manière en Roumanie, en Italie, en France. Un contrat d'assurance, et c'est logique, que ce soit de la santé, de l'auto, de l'habitation, vous avez des différences. On va pouvoir se faire sur l'épargne, effectivement, par exemple. Le life insurance, d'ailleurs, je vous invite à être très attentif si vous travaillez sur ce texte, entre la version anglaise et la version française. Parce que life insurance, en anglais, n'a pas le même sens que assurance vie en France. Et justement, tout à l'heure, tu l'évoquais, il y a un autre sujet sur l'ouverture de ces données, c'est la souveraineté. Pauline aussi t'en parlait rapidement. Comment vous voyez les choses et est-ce qu'il y a des discussions en cours avec le législateur sur ce sujet de la souveraineté des données? Alors, aujourd'hui, il y a cette logique de dire n'importe qui de l'extérieur, quelque part, pourrait venir, puisqu'on cherche à ouvrir. Et donc, notre position, c'est non, protégeons pour que ce soit des acteurs qui soient installés sur le sol européen et pas quelqu'un qui vienne, parce qu'on a déjà eu des expériences malheureuses sur la construction ou d'autres, où des acteurs sont arrivés, ont fait n'importe quoi, ils sont partis en laissant les assurés sur le tapis. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a un véritable... Tout à l'heure, on parlait de l'arrivée des GAFA ou des ATX ou que sais-je sur ce marché-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait mesurer le risque, on sait... Oui. Moi, ce que vous faites, mesurer précisément, non. Par contre, savoir qu'il existe, ça, c'est très clair. En fait, on est sur des choses très complexes et on ouvre les portes. Donc, en fait, les acteurs qui sont le plus susceptibles de saisir les opportunités, en tout cas en termes de capacité, c'est, en tout cas de mon point de vue, c'est les GAFA. Donc là, ils vont avoir le droit. Et puis, eux, pour le coup, ils ont les moyens. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les fintechs, si brillantes soient-elles en France et en Europe, surtout dans le contexte actuel où il y a quand même beaucoup moins de liquidités sur le marché. Donc voilà, ceux qui ont de l'argent, c'est les GAFA. Ils sont déjà très présents. Moi, je parle pour la partie paiement, que je connais un peu mieux. C'est un marché où il y a une très forte pénétration d'acteurs non européens parce que du coup, DSP 1 déjà, DSP 2 après ont ouvert le marché. Donc, ils sont présents sur les maillons de la chaîne qui les intéressent le plus, donc auprès des utilisateurs. Là, potentiellement, ça va renforcer cette position-là. Nous, notre préoccupation, ce n'est pas forcément d'exclure parce qu'il y a des propositions de valeur qui sont intéressantes pour les utilisateurs. Mais par contre, il
faut éviter qu'on ait des gatekeepers qui mobilisent tout l'accès aux données financières des Européens. Donc, c'est ça, en fait, le vrai sujet. Et on parlera sans doute après de sécurité et de résilience, hein, mais on a besoin que les acteurs qui puissent se positionner par rapport à ces textes soient clairement des acteurs agréés en Europe, qui suivent nos règles. Et après, de manière plus générale, il faut qu'on se pose la question au niveau macro-européen. Il y a le sujet de la sécurité, on va en parler. Cette ouverture des données, en fait, qu'est-ce que ça donne sur ce terrain-là dans un contexte de cyberattaque croissante, etc. Mais il y a aussi qu'est-ce que ça donne l'ouverture massive des données des Européens en termes d'indépendance stratégique, de captation du business par des acteurs non européens. Oui, parce qu'on parle beaucoup des grands acteurs américains, chinois ou extra-européens, globalement. En pratique, de notre point de vue, c'est peut-être des acteurs plus proches, comme des comparateurs dans des pays déjà ultra-libéraux qui vont attaquer. Et on n'a pas encore parlé des petits acteurs qui protègent une partie de la population tout au long de leur vie et qui risquent de se faire piller et qui n'auront même pas la capacité financière parce que toutes les fintech ou les insurtech n'auront pas forcément cette capacité financière, mais même les petites entreprises d'assurance ou de finance qui apportent un vrai service pendant toute la durée de vie vont se faire piller, n'auront pas la capacité et se feront bouffer, excusez-moi l'expression, par d'autres acteurs. Et sachant que ces acteurs, alors, petits ou grands européens de la sphère financière, alors il y a le sujet de l'open, mais en fait il y a énormément d'autres challenges. Oui, bien sûr. Il y a, alors, pour les banques traditionnelles, la transformation digitale à poursuivre. On a fait énormément de choses, tous, pas juste BPCE, donc je suis hyper contente d'avoir des super applis. Pour les particuliers, c'est super. C'est jamais fini, mais par contre, il y a encore plein de choses à faire sur les marchés spécialisés. Il y a l'IA pour tout le monde, qui est un vrai enjeu. Il y a la sécurité, donc ça ne change jamais. Et c'est bien. Il y a aussi le développement du paiement instantané. Et j'y pense, en fait, je rebondis là-dessus parce que tu parlais des petits acteurs. Le paiement instantané, donc avec le règlement européen qui a été déjà adopté, hein, ça va imposer à tous les PSP, petits ou gros, d'accepter et de recevoir des paiements instantanés là, à partir de 2025, de manière progressive. Donc ça, c'est aussi pour certains acteurs, dès lors qu'ils émettent déjà des virements classiques, quoi. Pour les petits acteurs, les gros, ils sont prêts, mais les petits, c'est beaucoup d'investissement. Donc là, on risque quand même d'étouffer pas mal d'acteurs européens sous un poids de la réglementation que les autres n'ont pas, quoi. Et en plus, en ce moment... Excusez-moi, pardon, par rapport à ça, parce que vous abordez du coup des sujets qui concernent notamment la protection des données autour de ça, il y a des réactions sur le chat et des questions qui vont nous permettre d'aller en plus vers la deuxième partie, je pense, autour de la gestion du consentement. Mais justement, est-ce qu'on peut faire un lien avec les enjeux RGPD, puisque ce sont des enjeux qui vont se croiser indéniablement. Et par ailleurs, il y a également une question qui est posée, savoir est-ce qu'il y a eu une proposition de nouveaux agréments pour les TPP par rapport à leurs nouveaux droits. Alors là, on sera un peu plus dans la partie technique, mais est-ce que déjà sur la partie RGPD, on peut faire un commentaire, répondre sur la question des TPP, et ensuite peut-être parler de la gestion du consentement, comment ça va se passer pour donner l'autorisation à ouvrir ces données à dans le cadre de ces textes. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Je veux dire quelques mots sur la partie RGPD qui sera plus simple. Je pense qu'en fait, la question, elle est simplement dans il faut les mêmes règles pour tout le monde, et ça rejoint aussi le thème de la sécurité qui revient toutes les 3 minutes, en fait, finalement, quand on échange. Là, les nouveaux acteurs doivent être soumis aux mêmes règles que ceux qui manipulent déjà des données. Et ce qui est important de mon point de vue, c'est qu'il faut que l'analyse, elle se fasse au regard du risque qu'ils génèrent. Donc, en termes de quel type de données ils manipulent, quel volume, qu'est-ce qu'ils en font. Et c'est ça qu'ils doivent faire, qui doivent être régulés, et pas la taille intrinsèque de l'acteur. Donc, on doit être intransigeant là-dessus. Sécurité, protection des données, confidentialité. On est quand même sur des données qui sont hyper sensibles. Et c'est ce que tu disais, on est sur la donnée elle-même, le montant de l'épargne, le montant du crédit, mais on est sur toutes les données autour. Donc, on va pouvoir, grâce à ça, à cause de, suivant le point de vue, évaluer la solvabilité d'une personne. Enfin, ça peut vouloir dire faire des scores après un peu poussés, et c'est pas forcément des choses qu'on veut voir nous en Europe. Il y a d'autres régions du monde dans lesquelles c'est quand même plus accepté. C'est pas notre modèle, et donc c'est pour ça qu'il faut être hyper strict en fait sur le cadre dans lequel on s'inscrit, quoi. D'où les agréments. D'où les agréments qui doivent être
sur les acteurs européens, et des règles. Et effectivement, pour répondre à la deuxième question, aujourd'hui, on a les TPP, donc les third-party providers, sur les paiements, sur TPP2, etc. Et donc, il y a un nouvel agrément quand même qui arrive. FIDA, avec ILP, et donc effectivement, il va y avoir un agrément spécifique. Et tout à l'heure, Pauline, tu disais que même pour les petits acteurs, les agrégateurs, les TPP, c'est pas facile non plus. Enfin, tous ceux qui commencent à aller sur la chaîne de valeur. En fait, les FISP, il y a quand même des vraies barrières à l'entrée parce que FIDA, il va falloir aussi que eux se mettent en ordre de marche pour pouvoir aller attraper les données. Alors, c'est des coûts aussi non négligeables. Alors, c'est des coûts et un danger. Alors, les coûts et par rapport à la mise en œuvre, actuellement, il y a les questions, et c'est important, de résilience financière, donc DORA. Donc, il y a des investissements lourds. Et donc, d'un côté, on demande aux assureurs, je prends les assureurs en particulier, mais de protéger la montée croissante des risques. Et donc, d'utiliser l'argent des assurés pour les protéger. De l'autre, il y a des investissements dans DORA, et c'est très sain pour la protection financière. Et en même temps, on va leur demander de s'ouvrir aux 80. Et on parlera du consentement tout à l'heure, ce que tu disais, Thomas. Mais aujourd'hui, on parle des Financial Data Sharing, qui sera des systèmes de schémas de partage de données. Il y avait une tentation de dire, finalement, si vous n'êtes pas mis d'accord, il y a quelqu'un qui peut le faire à côté n'importe comment. Donc, il y a vraiment un enjeu que s'il y a des règles qui sont bâties entre acteurs, entre les détenteurs de données, donc plutôt les assureurs classiques ou actuels, et les utilisateurs de données, des fiscs, comme tu dis, des comparateurs, voire même d'autres assureurs, comment on s'assure que ce schéma est bien posé et qu'il n'y en a pas un qui est capable « Oh, mais j'étais une petite PME ou j'étais une petite start-up, laissez-moi un peu vivre ma vie. » Ah oui, c'est très bien pour l'innovation, sauf que ça ouvre la boîte de Pandore. Donc, c'est vraiment cette logique de comment on est. Et puis, par rapport au texte, il y a pour faire un schéma dans un domaine donné, alors est-ce que ça va être l'assurance IR dommages, est-ce que ça va être l'assurance vie, etc. On ne sait pas encore. Ça sera bien d'ailleurs que les acteurs se mettent ensemble pour travailler. C'est 25%. Il faut faire au moins 25% du marché. Et 25% de quoi? C'est même pas écrit dans le texte. Donc, déjà à ce niveau-là, c'est un peu comme le sens de la vie, c'est 42. Donc, il y a vraiment un enjeu avant. Et donc, c'est intéressant que les acteurs, les différentes parties prenantes, avec les associations de consommateurs, se mettent ensemble pour définir ces schémas, mais qu'on ne s'amuse pas à dire « Ah, vous pouvez en sortir, c'est pas grave ». Et donc, c'est vraiment cet enjeu. Et parce que ce n'est pas juste de dire « Vous avez 25%, ça va toucher la sécurité, la gouvernance, etc. » Il y a une douzaine d'éléments qui ne sont pas encore figés. Donc, on voit bien pour le système général les implications que ça peut avoir pour les assureurs, pour les banquiers, pour les banques, pardon, pour les fournisseurs de données tierces, etc. Maintenant, si on regarde côté client, qui est quand même le premier concerné par l'orientation de ces textes, en termes de gestion du consentement, que prévoient les textes aujourd'hui et qu'est-ce qui va changer du coup, qu'est-ce qui est prévu d'être changé pour les opérateurs du marché? Oui. Alors, sur le consentement, on a deux sujets. Il faut quand même bien qu'on les distingue. Parce que consentement, on peut avoir plusieurs choses derrière le terme de consentement. Donc, on va peut-être se concentrer sur deux choses. La première, c'est le consentement au sens de l'authentification. En fait, on s'assure que le tiers qui vient récupérer les données est bien le bon tiers et que moi, en tant qu'utilisateur, j'ai bien donné mon autorisation. Sur ce volet-là, on y reviendra, mais on a l'authentification forte, tu le disais, hein, Pauline, qui a quand même largement œuvré pour la sécurité des informations et qui fonctionne quand même plutôt bien. Alors, il y a quelques écueils dans l'authentification forte, mais du coup, DSP3 et l'URSP viennent renforcer l'authentification sur le volet des paiements. En revanche, sur FIDA, aujourd'hui, le texte n'écrit rien sur ce volet-là. Alors, aujourd'hui, cet été, je ne sais pas si vous en recevez, j'avais des SMS de personnes que je ne connaissais pas, dit « Bonjour, c'est votre coursier, cliquez sur ce lien pour faire ça. Bonjour, vous avez une amende à payer, ou bien votre abonnement Netflix. » On en reçoit tous un en gros, dans 1 heure, j'en avais reçu 3. Alors, c'est bien parce qu'en ce moment, il y a des travaux pour éviter le spoofing et donc pour encore aller plus loin. Et donc, aujourd'hui, le texte autorise un utilisateur de données, donc par exemple un comparateur, de dire à l'assureur, à ton assureur, Pauline est d'accord, elle me l'a dit, pour que vous me donniez ces données. Comment on s'assure
que la personne au bout du fil, ou par mail, etc., a bien eu l'autorisation. Donc c'est pour ça que ce qu'on souhaite, c'est que ça soit Pauline, notre cliente, qui nous dise « Ok, je suis d'accord pour que vous donniez mes informations à un comparateur. » Voilà. Donc, non pas parce qu'on a envie de bloquer le processus, mais c'est une question de sécurité. Donc sur ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, le texte dit non, potentiellement, n'importe quel utilisateur, donc un comparateur ou un fraudeur, est capable de vous demander directement les informations. Donc comment on s'assure que c'est protégé? Et pour tous ceux qui travaillent aujourd'hui sur ce texte et qui l'anticipent, est-ce qu'on peut imaginer que FIDA soit adopté en ajoutant des éléments sur les méthodes d'authentification? Alors, c'est là où j'ai le sentiment qu'il y a toute l'expérience de ce qui s'est fait sur la banque, sur laquelle on pourra capitaliser. Avec cette logique aussi, on parle de consentement éclairé. Donc, il y aura un tableau de bord de consentement. Oui, on va y venir juste après. On y reviendra. Mais rappelez-vous la dernière fois que vous avez mis à jour les conditions générales de votre application sur votre smartphone. Combien d'entre vous ont lu les nouvelles conditions? Alors, pour la petite histoire, il y a même eu une BD qui est sortie avec les conditions générales d'un grand acteur du smartphone. Et donc, comment est-ce qu'on va s'assurer que... On m'a dit, oh oui, c'est super, on m'a vendu, on va regarder si je ne suis pas couvert de foin et je vous promets 20%, que dans ce contrat, quelque part, ou cette autorisation, je suis conscient que je vais donner mes sinistres, je suis conscient qu'au-delà de cette pure conseil ou analyse sur le sujet, je ne vais pas aller faucher des données du secret des affaires de l'assureur, parce qu'il y a aussi un enjeu de secret des affaires dans le périmètre, et que finalement, tes données, je suis désolé, tu as un mauvais risque, je ne peux pas te couvrir. Par contre, j'ai utilisé tes données pour faire autre chose, pour voir... Mais ce que tu dis, Nicolas, il y a quand même... le tableau de bord des consentements va quand même dans le bon sens. Et alors, pour le coup, j'introduisais en parlant des différences entre DSP et FIDA, puis quand même qu'ils étaient un cousin. C'est un article commun à DSP 3, enfin au RSP, et à FIDA, ce fameux tableau de bord des consentements dans les articles 43 et 8, où on dit tous les détenteurs de données, donc les banquiers, les assureurs, globalement, vont devoir mettre à disposition de leurs clients ce fameux tableau de bord des consentements accessible dans leur espace digitaux. Et ce tableau de bord va devoir indiquer à qui j'ai donné des droits, sur quel produit et sur quel, même à la maille de quelles données liées à ce produit et pour quel usage. C'est-à-dire je lui donne l'autorisation d'en faire quoi. Et ce tableau de bord, il ne va pas être simplement un tableau de bord d'information, mais il doit aussi permettre au client de révoquer une autorisation et de la rétablir. Et tout ça avec un historique de 2 ans. Donc c'est vrai que Pauline le disait tout à l'heure, c'est plutôt très favorable parce que ça va vers la transparence et par rapport à c'est très simple, c'est très simple parce que on va, contrairement à DSP où en fait une fois qu'on a donné les accords, ça part un peu dans les nuages. Là, on a quand même en permanence une vue sur les consentements qu'on a donnés à qui et on peut les révoquer en tant qu'utilisateur, en tant que client. Donc plutôt favorable pour la protection des données, pour la protection du client final. En revanche, ça a aussi des impacts, pour vos organisations, pour la mise en œuvre de ces tableaux de bord. Comment vous l'abordez? C'est ce que Dani, clairement, ça, c'est un outil hyper important pour se ressaisir de ces données. Alors après, même sans rentrer tout de suite dans les impacts, par rapport à ce que tu as dit, Nicolas, faire quelque chose qui permette que ce soit... clair pour le client au regard de tout ce qu'on veut lui permettre en termes de partage de données, ça va être un vrai challenge UX, quoi. Ah, oui. Parce que pour le coup... Donc, il y a ça. Et puis après, effectivement, on est sur quelque chose qui a un impact opérationnel très positif pour nous. Effectivement, dans la philosophie, on est pleinement dans notre rôle de tiers de confiance et c'est un moyen de montrer jusqu'au bout qu'on veut faire. Après, au niveau opérationnel, c'est effectivement hyper compliqué. Déjà, de toute façon, ces textes d'ouverture sont très compliqués pour nous, puisque nous, tous les acteurs traditionnels, on est quand même à la base sur des systèmes qui sont plutôt construits pour être fermés, pour protéger à fond ces données. Bon, là, il faut ouvrir. Donc, il y a déjà ça. En plus, là, il faut du coup, permettre à un autre acteur de
gérer ces données, ce qui est normal, il n'y a pas de débat, mais il y a une vraie complexité. Et du coup, on revient aussi sur les enjeux autour des délais, autour de la segmentation. Donc, le temps réel, c'est essentiel parce que, alors, ça va être essentiel en fait pour certains périmètres de données, parce que suivant ce qu'on regarde, il y a des choses où le temps réel n'est pas forcément hyper important. Sur les paiements, effectivement, on a besoin de temps réel, parce que sinon, l'utilisateur, il est bloqué en fait dans son parcours, ça c'est un vrai problème. Donc, il y a le sujet du temps réel, et puis après, et on retombe sur le sujet de comment ce consentement est éclairé. Il faut que l'utilisateur final, quand il ouvre son espace, alors chez nous, on a un début de Privacy Center chez le PCE, demain, ça devra être bien plus large, il faut qu'il sache vis-à-vis de quel tiers il coupe ou il rétablit l'accès. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont sous-traitées. Donc, en fait, le TPP, en fait, il va travailler pour un autre acteur. Et c'est cet autre acteur, en fait, que le client connaît. Le TPP derrière, il ne sait pas qui c'est. Et puis, en plus, le TPP, il peut travailler aussi pour tout un tas d'entreprises. Et on ne peut pas forcément couper l'accès sur tous ces fournisseurs de services. Donc ça, c'est un vrai challenge. Et aujourd'hui, il y a encore un peu des écarts entre FIDA et RSP sur ça. Après, pour autant, ce dont on est convaincu, nous, c'est que si on veut que ce tableau de bord il ait de la valeur, il faut que le client il s'y retrouve et que dans ce tableau de bord, il ait effectivement quelque chose de clair. Et puis qu'il retrouve le nom du fournisseur de service qu'il connaît. De la marque commerciale. Et pas forcément du fournisseur comme Et là, on est sur un vrai challenge technique derrière. Il y a un autre point, je rebondis sur la résilience, parce qu'aujourd'hui, on sous-entend que tout citoyen européen est capable d'utiliser le digital pour sa banque ou pour son assurance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour d'autres acteurs? Alors, ça peut être des personnes âgées, ou des jeunes, parce qu'on est âgé ou jeune qu'on n'est pas capable d'utiliser. Donc, il y a cette logique de... C'est un outil simple, mais quand on le rend comment, à la fois ergonomique, mais aussi accessible. Donc, en fait, parce qu'on a une logique d'inclusion, de protection de tout le monde. C'est un débat qui avait été très important sur DSP2, sur l'authentification forte. Alors, c'est pas tout à fait le même sujet, mais sur l'authentification forte, comment on donne une solution d'authentification forte à tous nos clients, y compris ceux qui n'ont pas de smartphone, par exemple, ça a été un vrai débat. Et ça va me revenir sur le thème de l'identité numérique, hein, puisque le portefeuille européen, le DIW, là, donc, il y a eu le règlement EUDASV2 donc, qui a été adopté et qui dit... très rapide, que l'ensemble des États membres à l'horizon fin 2026 devra proposer à ses citoyens au moins un DIW, donc Digital Identity Wallet, qui pourra être utilisé pour tout un tas de services publics et aussi pour certains services privés. Et dans certains cas, les acteurs, notamment les banques, seront obligés d'accepter. C'est le cas de l'authentification forte. On devra, en plus des moyens existants, donc de tout ce qu'on a fait pour DSP2 et qui, grosso modo, marche quand même très bien, accepter cette identité numérique-là qui ne va pas fonctionner sur tous les smartphones. Oui. Donc, on est sur un vrai thème autour de... Alors, nous, on a deux sujets par rapport à cette identité numérique. On va devoir s'appuyer sur quelque chose pour lutter contre la promotion électronique dont on n'a pas la main. Donc, ça, c'est un sujet. Mais après, plus largement, et ce n'est pas le problème des banques, c'est un problème de société, il y a un sujet d'inclusion. Oui. Digital, en fait. Oui. Ouais. Parce que typiquement, aujourd'hui, il peut y avoir ce fantasme de dire mon citoyen, il va avoir en face un automate qui va lui faire les bons conseils. Oui, mais j'ai une question où j'y arrive pas. À qui je m'adresse? Et c'est pour ça que non seulement en cas de sinistre, mais même pour du conseil, il y a une valeur ajoutée des personnes physiques dans les banques, dans les assurances, pour vous répondre. Y compris, j'ai pas de smartphone donc parce que j'ai pas le budget, ou bien je ne sais pas m'en servir pour de vrai. Et ce sujet-là, il va aussi être vrai du coup avec l'ouverture des données je suis face à mon tableau de bord, imaginons même que le client arrive avec son problème, il y a quelque chose que je comprends pas ou je vois pas pourquoi, et du coup à qui je peux m'adresser et quelle va être la connaissance en miroir aussi des collaborateurs de la banque ou de l'assurance. Et là, quand tu vois le renforcement, la double authentification, etc. À titre personnel, des fois, je suis paumé. Et c'est pas une critique contre les banques, parce que c'est normal d'être protégé, mais trouver le bon équilibre. Et donc, pour quelqu'un qui n'est pas forcément... alors, je ne suis pas natif du digital, donc ça va, je suis bête. Mais qui n'est pas habitué ou qui n'est pas habitué. Pas m'attendre plus. Mais en tout cas, tout ça pour te dire qu'il y a vraiment des enseignements à tirer. Et ce n'est pas juste, je me lance et puis vous verrez bien ensuite.
C'est trop dangereux pour Voilà. ça. Il y a ça tire. Effectivement. Et du coup, pour faire un peu le lien, parce que vous commencez à en parler, on a parlé de les enjeux de l'ouverture des données, on a parlé de la gestion du consentement, de l'inclusion. Il y a aussi, quelque part, forcément, qui dit ouverture, dit renforcement de sécurité. Vous parlez de cet équilibre qui est ténu entre la bonne expérience, la bonne valeur ajoutée à apporter en termes de service et la garantie d'une sécurité, j'allais dire, maximale dans le cadre de ces dispositifs. Quel regard on porte aujourd'hui, peut-être d'abord Nicolas, parce que je pense que côté banque, il y a pas mal d'enseignements qui existent déjà par rapport à l'expérience passée. Mais Nicolas, rapidement, peut-être côté assureur, sur les sujets de lutte antifraude, par exemple, c'est quoi un peu l'approche du moment, avant de passer la parole à Pauline sur le retour d'expérience peut-être bancaire et les enjeux côté bancaire? Alors, comme on parle beaucoup de réglementation, quand vous prenez l'AI Act, on parle de fraude dans la banque. Ah, on fait de la fraude dans l'assurance, c'est pas gênant. Bon, ça, c'est pas un sujet. Or, quand vous avez une fraude sur l'assurance, c'est-à-dire que c'est un coût pour l'assureur. Et quelque part, ce coût, ça veut dire que c'est des cotisations ou de l'argent qu'on ne pourra pas utiliser pour rembourser les bons clients. Donc, il y a un enjeu au-delà de la fraude. Parce qu'il y a souvent cette image, oui, les assureurs, vous avez les poches profondes, donc c'est pas nos poches, c'est pas notre argent, c'est l'argent de nos sociétaires, notamment pour un mutualisme, mais pour un capitaliste aussi. Donc, il y a vraiment cet enjeu de fraude. Aujourd'hui, il y a une double tendance dans certains pays où on dit ah non, si vous commencez, vous suspectez quelqu'un, il faut que vous le préveniez. Donc attention, vous êtes un voleur peut-être, mais je vais vous dire que je vais vous surveiller. Donc il y a un paradoxe un peu entre le gendarme et le voleur. Et c'est pas notre rôle d'être gendarme, mais en tout cas c'est d'avertir les autorités. Donc il y a vraiment un enjeu effectivement de pouvoir veiller à la fois en amont, en étant sûr que notre client s'adresse à son assureur en direct. Pour lui dire oui, c'est bien moi, allez-y, de fraude, sans que ça soit une fraude directe, et après de détecter des patterns, des schémas par rapport à ça pour y aller. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais donc tout ça pour dire, ça fait longtemps que l'assurance fait de la lutte contre la fraude pour que ça profite aux assurés qui font leur travail sainement, enfin leur travail, et pour protéger, faire notre métier de protection des risques. En revanche, là-dessus, c'est comment ce dispositif, ces schémas, et donc c'est aussi l'enjeu que ces schémas de partage des données soient faits entre acteurs, entre les détenteurs de données actuels, les utilisateurs demain, les associations de consommateurs, pour être sûr que oui, ce schéma est sûr, et pas s'amuser à dire moi, je suis capable d'en sortir parce que ça me fait plaisir. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, sur la partie antifraude, sur l'assurance, on voit bien, de toute façon, c'est un sujet qui est clairement pris, et j'allais dire de plus en plus pris en charge par les assureurs actuellement. Et évidemment que ces textes-là, selon les modalités d'application, vont, j'allais dire, renforcer encore plus le poids de ces fonctions de lutte antifraude au sein des compagnies d'assurance ou des acteurs de l'assurance. Et côté banque, du coup, ça donne quoi, Pauline, le regard par rapport à ça? C'est quoi un peu le regard qui se détache côté bancaire sur ces sujets de fraude? Alors, c'est ce que je disais au début, on est absolument d'accord pour dire que le fait que le texte parle, enfin, je reviens côté RSP, qu'on reparle de sécurité des moyens de paiement, ça c'est il faut en parler et c'est un combat permanent. Dessus, zéro sujet. Les fraudeurs sont très malins. Voilà, l'IA, c'est plein d'opportunités pour tout le monde, surtout pour eux. Donc, clairement, il faut adresser le sujet. Après, pour autant, aujourd'hui, la façon dont c'est dans le texte, nous, s'il ne devait y avoir qu'un point noir sur ce texte, on a plusieurs sujets. Vraiment, le point dur, il est sur le durcissement critique, en fait, de la responsabilité des banques dans le remboursement en fait, des fraudes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je fais simple, parce que le temps avance un peu, on se projette, en fait, avec ce texte-là, dans des situations où les banques n'auront pas la capacité de ne pas rembourser, indépendamment du fait de ce qu'elles ont pu mettre en œuvre pour prévenir, en fait, ces fraudes. Donc, dans le texte, il y a plein de choses qui sont de très bonnes pistes. Le partage des données des fraudeurs, on est sur des sujets où on ne peut pas agir chacun dans notre coin. La fraude, c'est hyper collectif. Ça n'empêche pas que chacun doit faire plein de choses, mais il faut qu'il y ait cette dimension collective. Donc, ça, c'est le partager. Après, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais dans les c'est pas grave. C'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, il y a des sujets autour de la formation, la sensibilisation des clients, des collaborateurs. Ça aussi,
ça va dans le bon sens. En revanche, le fait de rendre responsables les banques sur des périmètres sur lesquels elles ne sont pas la main, ça, c'est un vrai problème. C'est un problème pour plusieurs raisons. C'est un problème parce que ça risque quand même de déresponsabiliser le payeur, qui est quand même le premier acteur qui peut prévenir ces fraudes. Alors nous, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut au niveau technique pour éviter les fraudes. Donc, ça a été déjà pas mal fait avec l'authentification forte. Il faut qu'on continue en permanence. OK. Après, du coup, on est sur des systèmes qui sont quand même super sécurisés. Et le maillon faible, entre guillemets, ça va être l'humain. Et donc, évidemment, les fraudeurs, c'est ça qu'ils attaquent. Et donc, cet humain-là, il doit continuer à être très vigilant. Il ne faut pas qu'il soit déresponsabilisé. Et ça, c'est un point de préoccupation par rapport à certaines versions du texte. Après, on parle quand même, en tout cas dans la version du Parlement, qui est pas sèche, hein, puisqu'il y a un changement de présidence. On parle d'introduire la notion de négligence grave. Donc ça, je pense qu'effectivement, ça va plutôt dans le bon sens aussi. Il faut voir comment c'est pris. On est plutôt pour qu'il y ait des exemples en fait, de cas de négligence grave, mais pas forcément une liste restrictive, parce qu'en fait, il faut qu'on apprenne petit à petit. En fait, donc ça, c'est un sujet. Il y a tout le monde doit être responsabilisé, y compris l'humain. Et puis ceux qui doivent être aussi responsabilisés, c'est les telcos, puisqu'aujourd'hui, on est sur des chaînes de paiement où il y a plein d'acteurs, même sans parler de payeurs, qui participent. Et donc là, il faut que tout le monde soit mobilisé pour mettre en œuvre les dispositifs. Et puis, co-responsable, in fine. Là-dessus, sur les télécoms, les opérateurs, ils ont aussi ils ont des obligations. Oui, avec la loi Negelen. Qui devrait aller dans le bon sens. Ça, il faut que ce soit appliqué. Oui. Il faut que ce soit appliqué, mais oui. Enfin, normalement, c'est pour le mois prochain. Alors, il y a déjà des obligations qui sont en place. Donc, que tout le monde se mette au moins en conformité avec l'existant. Et après, sur le futur de RSP, il faut qu'on ait quelque chose de plus équilibré, quoi, qui mette tout le monde dans ce jeu du collectif, en fait. Et d'où l'intérêt que ce soit des acteurs qui soient bien contrôlés déjà et qu'on limite à des acteurs européens, à des acteurs qui ont des certifications et pas demain, non, vous pouvez être ailleurs, c'est pas grave, vous pouvez être dans des schémas, c'est pas grave, allez-y, on verra bien. Oui. Comme je vois le temps qui tourne, je me demandais, Thomas, si on avait quelques questions auxquelles on n'aurait pas répondu, soit en répondant directement aux questions ou dans le discours. On en a parlé, en fait, les derniers commentaires apparus allaient dans le sens des questions de l'inclusion digitale, des niveaux de responsabilité, du coup, qui allaient être marqués. C'est plutôt une série de commentaires par rapport à ça. Mais effectivement, sur les 5 dernières minutes, peut-être qui nous restent, est-ce que chacun d'entre vous pourrait prendre la parole, peut-être pour ouvrir un peu la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer prochainement et peut-être les points d'attention peut-être de manière plus opérationnelle, ou plus quotidienne quelque part. Comment vous allez vous préparer, sur quoi vous allez vous préparer peut-être côté banque, assureur, sur ces sujets. Donc peut-être la suite et très concrètement ce que vous attendez à court terme des prochaines avancées de ces textes. Bon, moi, je peux dire un mot très rapide pour plutôt vous laisser la parole, de se dire que, rappeler quand même, puisqu'on se le dit souvent, mais on parle de textes qui ne sont pas adoptés, donc il y a encore, rien n'est sec. Et peut-être vous pourrez en dire un mot, parce que vous êtes tous les deux dans les relations avec le Parlement, la Commission, etc. Donc vous aurez plus de légitimité sur ce sujet-là, mais on n'est pas sec. Par contre, on sait que globalement, l'automne, enfin, Pauline l'a dit, ça va y aller. On sait qu'on va y aller. On ne sait pas exactement si on va avoir un sursis. Je ne trouvais pas le terme, un sursis en termes de calendrier, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va y aller. La question, c'est de savoir comment on y va au mieux pour nos clients, pour préserver tout l'écosystème. Et puis moi, je me dis quand même que autant, honnêtement, on l'a vu sur DSP2, les banquiers ont parfois fait vraiment citadelle assiégée. Je reprends un terme que j'avais entendu de Pierre-Antoine Vacheron, en se disant oulala, qu'est-ce qui nous arrive? Là, on se dit quand même que on est tous plutôt favorables à y aller et que c'est aussi la source finalement de belles opportunités parce que on le disait, alors ok, il y a l'inclusion et il faut pouvoir servir tous les clients, mais il y a quand même aussi des enjeux de réduire le coût pour servir nos clients. Il y a des vrais enjeux pour faire du digital aussi, des leviers d'acquisition, d'équipement des clients. Donc finalement, DSP, RSP et FIDA, dans ce cadre-là, peuvent être la source d'opportunités. Mais
avec quand même aussi des grandes menaces et des coûts forts. Donc en fait, la question que moi j'ai envie de vous poser, et puis voilà, c'est finalement, est-ce qu'on est plutôt sur une menace à court terme, est-ce qu'on est sur des opportunités, comment vous le prenez? Voilà, je vais essayer de répondre un peu aux questions, mais alors, on n'attend pas que les textes soient adoptés, évidemment, pour agir. Donc, il faut avancer des mains. Les équipes sont hyper impliquées dans tous les travaux de place au niveau français, au niveau européen. Il y a énormément d'associations. En tout cas, je parle pour la banque, que je connais mieux, mais je n'ai pas trop doute que ce soit un peu la même chose au niveau de l'assurance. Donc, on travaille déjà dessus. On travaille, par exemple, sur tout ce qui est verification of pays. Donc, ce sera l'obligation de vérifier qu'il y a une concordance entre le nom du bénéficiaire et l'IBAN qui est enregistré chez son PSP. C'est juste un exemple. Ça, c'est dans RSP. C'est aussi dans le règlement sur l'instant payment. Donc, là-dessus, il y a des réunions toutes les semaines. Il y a déjà aussi en interne, je pense que c'est la même chose dans chaque établissement, des réunions pour effectivement, même si les règles elles sont pas sèches, même s'il va falloir du niveau 2, parce qu'une fois que le texte, je parle des RSP là, sera adopté, ça va être décliné après pour avoir plus de spécifications techniques. Pour autant, on sait dans quelle direction ça va, donc on peut quand même commencer à faire des études assez macro, de cadrage, on peut réfléchir au tableau de bord en fait, savoir quel design on lui donne, quels sont tous les problèmes qu'il faut qu'on résolve, etc. Donc ça a effectivement bien commencé. Après, ça reste les deux textes, un challenge technique très très important, ça reste aussi un challenge business pour éviter que ce soit une menace et c'est tout. Et donc pour moi, après, il y a deux sujets, si je devais résumer ce que je retiens de cette conversation-là. Il y a un sujet qui me préoccupe, mais qui n'est pas de notre ressort en tant que tel. C'est le cadre européen qu'on est en train de construire. Et ça, c'est l'Europe en fait, qui le fait. C'est nous, on peut pousser, on peut essayer de remonter nos arguments vers différents canaux, mais on n'a pas la main dessus. Comment l'Europe veut construire son marché financier, son marché des paiements de demain, avec les sujets de souveraineté qui sont numéro 1 en ce moment? Quelle sécurité on garantit sur le long terme aux Européens, parce qu'effectivement, à court terme, oui, ça marche, mais qu'est-ce que vont faire les autres acteurs qui arrivent de ces données, enfin, tous les sujets qu'on a évoqués. Et donc ça, c'est son rôle, de protéger sur les 10, 15, 20 ans à venir les Européens, que ce soit les personnes physiques comme nos entreprises. Et après, il y a dans ce cadre-là, là, on peut agir. Comment on fait pour ne pas subir, pour ne pas faire la citadelle assiégée, comme disait Pierre-Antoine, mais pour être effectivement des acteurs qui ont envie d'essayer de faire la compétition avec les GAFA. Alors après, les schémas vont être différents. On ne va peut-être pas le faire chacun dans son coin. Il va y avoir des consortiums suivant les terrains de jeu. Mais là, c'est à nous effectivement de saisir des opportunités. Et donc, cette dimension open, si par exemple, on la combine, on a parlé d'instant payment, mais là, on est sur des choses qui sont adoptées, qui vont se généraliser. Là, il y a quand même plein de perspectives qu'on s'ouvre pour mieux servir nos clients, les particuliers notamment, et puis sur toute la sphère corporate. Il y a énormément de choses à faire. Et là, c'est sans doute aussi plus facile parce qu'on n'a pas la même relation sur le consentement éclairé. Il faut toujours essayer ça, mais on est dans une dimension business où là, il y a un boulevard entre guillemets d'opportunités à adresser. Pour le coup, FIDA vient renforcer. Pardon, Alice, je vais peut-être passer la parole à Nicolas, parce qu'il nous reste vraiment 1 minute. Donc, Nicolas, vas-y, de manière concise. Oui, alors, la Massif, c'est une jeune start-up de 60 ans. Parce que les mutuelles sans intermédiaire, il y a 60 ans, ont disrupté le marché en France. Et donc, on n'a pas peur de la compétition. On n'a pas peur de la compétition saine. Le risque, c'est que quand vous regardez la couverture du Times sur les 100 personnalités sur l'IA, la 2e édition, il y a un Européen. Donc, si on faisait les personnalités de l'assurance, de la banque, des grands acteurs au service de leurs clients européens, aujourd'hui, et on regarde dans 10 ans, l'idée, c'est qu'il n'y en ait plus 0 par rapport à ça. Donc, c'est vraiment la saine compétition. Notre cœur de métier, c'est la protection. Et donc, comment on s'assure ensemble, et ce n'est pas un acteur tout seul, c'est pour ça qu'on travaille au sein du groupe AEMA, au sein de l'Association des assureurs mutualistes, au sein de France Assureur, d'Insurance Europe, que je représente France Assureur au niveau du groupe d'experts de la Commission européenne, parce que c'est ensemble, collectivement, qu'on peut bâtir des solutions souveraines au service des consommateurs, des citoyens. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Pauline, Alice, Nicolas pour ces éclairages. Donc,
le train est en marche, on ne sait pas exactement comment ça va prendre forme. C'est une question, Alice, tu l'as rappelé, c'est pas de savoir si ça va se faire, c'est plutôt quand et comment. Donc il y a beaucoup de travaux de co-construction encore sur le sujet. On va continuer, nous, à suivre ce sujet-là de très près. Et il y aura certainement d'autres rendez-vous pour continuer d'actualiser les derniers événements, orientations et les conséquences pour les consommateurs et pour les acteurs du marché. Merci encore à tous les trois pour vos éclairages très, très intéressants, passionnants. Et puis à suivre donc à l'occasion des prochaines avancées. Je rappelle pour les participants que le replay sera disponible d'ici demain sur un lien que vous recevrez par email pour pouvoir revisualiser, revenir sur certaines parties qui auront pu vous intéresser plus particulièrement dans cet échange. Merci à tous, merci à toutes, et puis excellente journée. À très bientôt. Tous. Merci.